les messages en alerte. Donc je recommence. Alors premier streaming pour Terra Aquatica. Voilà, je suis Thomas, Capsula Verde. J'ai commencé il y a longtemps, avant les années 2000, quand Terra Aquatica, que GHE à l'époque, est arrivé en Europe. J'ai travaillé chez eux, puis après j'ai travaillé pour eux sur la route, et puis j'ai eu aussi un gros shop, donc j'ai vu pas mal de particuliers, de micro-jardiniers venir s'intéresser à tout ça. Voilà, et j'ai travaillé dans une station expérimentale aussi en technique de culture hors sol, sur des parcelles aussi en pleine terre, et j'œuvre beaucoup sur l'agroécologie ces dernières années pour essayer de modifier le moins possible les conditions naturelles dans lesquelles un agriculteur pourrait se poser. Et donc ça va rejoindre déjà la première conférence d'aujourd'hui. Et on vous a concocté pour les mois à venir. Normalement, on va essayer d'en faire une par mois. Différents sujets. On vous les mettra en description. Pendant le stream, vous recevrez un lien, alors avec juste un petit questionnaire pour voir si vous attendez autre chose de ce type de conférence, ce qui vous a plu, déplu, etc. N'hésitez pas à répondre. Il y a des lots à gagner de la part de Terra Aquatica. Je vous présenterai quelques produits aussi pendant la conférence et en fin de conférence là, ils m'ont envoyé une petite boîte, donc je vais vous déballer ça et le raccorder avec la présentation d'aujourd'hui, qui va donc traiter des micro-organismes et comment les installer efficacement dans une culture. Hop, je lance. Voilà, désolé, hein, mon premier stream, alors je touche tous les boutons en même temps, après avoir oublié le micro. J'espère que tout va bien, ouais. Voilà, donc installer des micro-organismes bénéfiques en sol, hors sol et en hydroponie. Donc c'est l'idée, c'est d'avoir quelque chose dans une culture qui se rapproche en fait de ce qui se passe dans la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il y a un équilibre qui se crée, il y a une pression sélective qui se met en place, et en général, il n'y a pas de problème parce que il y a des échanges, il y a des cohabitations, et il y a des synergies, des bénéfices mutuels, etc. Donc pour ce qui est des cultures qu'on va mettre en place, donc cultiver, c'est-à-dire on va soit cultiver un sol en pleine terre ou recréer des conditions de culture pour les plantes. Bon, par exemple, ça peut être en pot, en terreau, en coco, en billet d'argile, donc hors sol, et possiblement même en hydroponie, donc là où finalement il pourrait n'y avoir plus du tout de substrat. Donc comment on va faire et pourquoi on va faire ça, pourquoi on va installer des micro-organismes. Vous avez sûrement entendu beaucoup parler ces derniers temps de microbiote, que ce soit le microbiote intestinal, que ce soit même pour ce qui est de la phytoépuration aussi, toutes ces choses-là. Donc c'est pas que c'est récemment connu, mais c'est assez récent que les scientifiques s'y intéressent sous un angle beaucoup plus appuyé, parce que l'agro-industrie c'était plus facile et avait plutôt poussé dans une direction complètement maîtrisée et contrôlée de la situation, ce qui fait que on va dire que l'agriculture euh, industrielle va être en fait presque finalement une culture sur du substrat neutre à la fin. C'est-à-dire que si on laboure beaucoup, qu'on met beaucoup d'engrais minéral et que on recommence chaque année, il y a plus de diversité. C'est possible aussi qu'il n'y ait plus de microfaune, de microflore. En tout cas, l'équilibre il sera rompu. Et on aura beaucoup plus de mal d'avoir une collaboration, et de plus en plus on va devoir apporter artificiellement ces choses-là. Donc je vous parlais, hop, pardon, autant pour moi, j'y retourne. Donc pour ce qui est de la présentation, hop. Donc je vous parlais de cohabitation et de bénéfices mutuels. Donc il faut voir que dans l'environnement racinaire, donc les racines elles vont chercher des minéraux, elles vont chercher divers composés. Ils sont pas forcément immédiatement disponibles. Il y a la ressource en eau aussi. Et ben tout ça, la microfaune le microbiote va collaborer à ça, c'est-à-dire partager et transformer les ressources. Donc ça va être principalement une facilitation de la mise à disposition, une prédigestion des matières organiques.
Et une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est la protection des ressources. C'est-à-dire que le microbiote va protéger ses ressources et donc occuper la niche écologique des d'autres microbiotes peut-être plus nocifs qui voudraient prendre la place. En fait, ça se remarque par exemple avec tout ce qui est micro-organismes décomposeurs du bois. S'ils n'étaient pas là, on aurait une place qui pourrait être occupée par d'autres organismes, pas forcément clément pour du vivant. Donc là, en fait, on a une digestion et le carbone est utilisé par les micro-organismes et il y a un échange. C'est-à-dire que le végétal va lui aussi apporter des ressources euh, aux micro-organismes pour les aider à s'installer, pour les inciter même à rester autour. Et les plantes vont aussi nourrir ces micro-organismes-là. On a des conditions à respecter, enfin quelques facteurs sur lesquels on peut parfois jouer. Donc au plus on sera en culture hors sol, au plus facile ça sera de jouer avec ça. Mais donc dans le sol ou dans le substrat, en tout cas autour des racines, ce qui va être très important, c'est autant pour la plante que pour les micro-organismes, ça va être les problématiques de température, l'accessibilité à l'eau, l'oxygène, la disponibilité en carbone, parce que les plantes font la photosynthèse et utilisent le CO2 atmosphérique, mais la plupart des micro-organismes, eux, vont se nourrir de carbone, et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Ils vont aussi avoir besoin d'azote, comme tout organisme vivant. J'ai pas tout marqué, hein, mais le calcium aura aussi son importance. Ça favorise ces organismes la construction de cellules saines et la salinité, puisque là on parle de cultiver. Donc si on commence à discuter sur les cultures hors sol, voire l'hydroponie, euh, et qu'on travaille avec des engrais sur base minérale, il peut y avoir une influence aussi, donc il faut pas abuser, mais ça fonctionne. Et le pH, donc le pH, c'est-à-dire l'acidité de la solution ou l'acidité du sol. Et je vous ai mis un petit graphique à côté de ce schéma qui montre en fait l'accessibilité des minéraux pour la plante à différents pH. Et tout en bas, le pH qui semble être idéal pour la plupart des champignons et des bactéries aussi bénéfiques aux plantes pour que eux aussi puissent travailler. Donc bon bah ça tombe bien, bah, la nature est bien faite, hein, c'est quand même des millions d'années d'évolution, ça amène quand même quelque chose de stable et de logique. Euh, ce pH qui se situe en général entre 6 et 8 suivant les conditions, va permettre autant aux plantes qu'aux micro-organismes bénéfiques de bien fonctionner et de bien collaborer. Sachant aussi que les plantes, au niveau de leur système racinaire, vont modifier en fait leur propre environnement. Et c'est là que ça va être vraiment un échange intéressant, c'est-à-dire que les racines vont produire des exudats qui sont composés de beaucoup de sucre et donc de carbone et vont donc nourrir les micro-organismes autour d'eux et les attirer. Euh, les racines modifient aussi la température, les micro-organismes aussi, et donc on va avoir, même si le sol peut être euh, le sol est différent autour des racines et en particulier dans la rhizosphère au niveau de ces données-là, c'est-à-dire de la température, de l'eau, de l'oxygène, etc. Tout ça est modifié et chacun collabore, donc les micro-organismes et les plantes collaborent pour rendre en fait le milieu autour des racines le plus le plus vivable et optimal possible pour eux et pour pouvoir vivre et continuer de se reproduire et de s'agrandir et de se développer. Donc, les stratégies en pleine terre, bon bah ça va être et on en parle de plus en plus quoi, ça va être d'apporter de la matière organique, d'essayer de l'équilibrer au maximum en azote et en carbone, parce que je vous expliquerai un petit peu après, d'utiliser du paillage et ou des couverts végétaux. Ça va être en fait pour maintenir les conditions les plus optimales possibles pour le développement des champignons et des bactéries en dessous, c'est-à-dire ne pas avoir les conditions les plus stables possibles en eau et en température.
Donc le paillage va principalement servir à ça, et donc en général, on fait des paillages assez épais pour avoir ça. Euh, la saison dernière, je me suis amusé avec des thermomètres pour voir un peu les différences. Et en effet, les températures, bien sûr, hein, les températures, même avec une température de l'air qui, surtout au début du printemps, va varier euh, au niveau de la température, va varier énormément. Donc on peut aller de 3 degrés la nuit jusqu'à 20-25 degrés le jour. Les températures sous le paillage vont être beaucoup plus stables. Là, je crois que c'était marqué de 10 à 15 degrés, sachant que si, là, j'avais pas mis beaucoup de matière organique en dessous, mais s'il y a de la matière organique en dessous, le travail des bactéries et champignons sur la matière organique va produire de la chaleur, et donc on peut très vite arriver à du 18-20 degrés sous le paillage, ce qui est un gros avantage euh, pour faire des cultures un petit peu en avance sur la saison, ou en tout cas avancer sur le froid et sur les variations de température. Donc ces températures, cette rétention d'eau vont vraiment favoriser déjà le travail de la plante. Euh, Ces racines fonctionnent, les racines fonctionnent en général de manière optimale autour de 18-20 degrés, et ben les champignons et bactéries aussi. Donc du coup tout le monde est content et s'encourage à aller vers là. Euh, j'ai aussi pris un thermomètre infrarouge, et pour les couverts végétaux, là c'est en plein été, donc on arrive à des températures en surface de sol à 30 degrés, alors que sur le paillage qui est déjà à la fois un isolant, et il va pas accumuler la chaleur des rayons du soleil, donc on se retrouve déjà à perdre 4, 5, 6 degrés, et sous un couvert végétal qui peut être soit parce que votre plantation est serrée, soit parce que vous avez laissé d'autres plantes s'installer, du moment qu'elles ne sont pas compétitives pour la lumière et qu'il y a assez à manger. Donc là, ben là c'est de l'agroécologie sur zone naturelle, donc les fougères sont restées, mais on peut aussi travailler avec des couverts végétaux beaucoup plus rares, moins demandeurs, voire qui pourront par la suite apporter des nutriments à la plante, comme par exemple du trèfle, des légumineuses, des choses comme ça. Des stratégies en hors sol. Alors là, donc ça va être du travail avec donc ça va être le semis, le bouturage, les pots, des pots textiles éventuellement pour augmenter l'aération. Le hors-sol, c'est tout ce qui va pas être en pleine terre, hein, donc ça peut être aussi des pots avec du terreau, ou du terreau. Alors je considère que le terreau c'est un substrat inerte, sauf s'il a été enrichi en matière organique. Après, pour ceux qui ont déjà essayé les techniques alors bon, c'est un petit peu, disons, on travaille entre guillemets sur sol vivant en pot. Il faut quand même d'assez grosses unités en fait pour avoir une inertie et avoir quelque chose d'équilibré qui puisse se développer dedans. Mais c'est tout à fait possible. Donc d'avoir un terreau qui va fonctionner de manière quasiment comme un sol. Et si on travaille sur un substrat inerte, alors là, en photo, vous avez la coco ou de la coco avec de la perlite, donc ça a pas vraiment d'influence euh, au niveau de la plante. Il n'y a pas de dégradation, ou en tout cas elle est très très lente, de la coco, donc il n'y a pas de digestion de ça. Même les bactéries et champignons vont être assez contents de s'accrocher dessus. C'est pas pour autant qu'ils vont le décomposer rapidement. Donc on va ils vont en fait s'installer et se nourrir à la fois de la collaboration avec les végétaux qui sont dessus, hein, mais aussi l'idéal à ce moment-là, c'est au moins d'apporter une partie de la nutrition en utilisant des engrais organiques ou de la matière organique, ce qui va permettre en fait à ces micro-organismes de s'installer. Donc là, dans ce cas-là, dans le cas précédent, qui était de travailler sur de la pleine terre, euh, et possiblement même sur un sol naturel, là, les micro-organismes sont déjà présents. Ce qu'on veut, c'est les encourager à travailler, à se reproduire, à collaborer avec les plantes, etc. On peut éventuellement, dans le cas par exemple, de la récupération euh, d'une zone agricole qui a été un petit peu forcée, et qui semble manquer de micro-organismes, on peut éventuellement, par exemple avec du biochar, euh, faire un apport de micro-organismes sur
en quelque sorte un substrat porteur et nutritif, comme le biochar, et épandre ça dans le champ. Bon, en général, de toute façon, la matière organique elle-même n'est pas stérilisée, elle vient déjà avec ses propres décomposeurs. Ici, il y en a déjà dans le sol. Je préfère que ce soit lui qui soit incité à se développer parce qu'il est déjà en équilibre avec les conditions environnementales de cette zone. C'est ce qu'on pourrait commencer à appeler un terroir. Et par contre, quand on travaille sur un substrat inerte, bah là, comme vous le voyez sur la photo de gauche, on peut faire un apport avec, par exemple, des trichoderma, des streptomyces, des glomus, etc. Donc là, ça va être un apport un peu plus artificiel et qu'on peut faire dès le démarrage des semis, donc dans les bouchons de culture par exemple, dans les petits bouchons de semis, que ce soit de la laine de roche, de la fibre coco ou autre, hein, on peut tout à fait faire une inoculation au moment du semis, ce qui va permettre en fait après d'avoir chaque bouchon va devenir un, comment dire, un petit outil d'inoculation pour chaque pot dans lesquels on va aller. On peut aussi, et même après pour encourager, bah, après chaque rempotage, faire un arrosage avec des micro-organismes et finalement à chaque fois inoculer les pots de taille supérieure. Pour ceux qui utilisent dans ces cas-là des systèmes automatiques d'arrosage, que ce soit du goutte à goutte ou que ce soit des tables à marée, ben, tout ça peut être opéré par la solution nutritive. Donc c'est possible dans ce cas-là, dans une solution d'arrosage, de préparer l'inoculum, de mettre tous ces micro-organismes, de les travailler à la bonne température. Alors bon, en général, je me prends pas trop la tête. Hein, je prépare ma solution nutritive. Je travaille beaucoup avec des engrais organiques, mais ça fonctionne aussi avec des engrais sur base minérale. Euh, je mets tout ça dans la cuve et puis j'envoie et du coup ben tous les pots qui vont être arrosés avec ça ou même si je fais de l'arrosage à l'arrosoir, tout le monde va être inoculé et ça fonctionne très bien. Euh, évidemment les recommandations sur les facteurs que j'ai énoncés précédemment et en particulier la température sont bien sûr à reproduire là, puisque le 18-20 degrés, c'est toujours ce que les plantes préfèrent, et ça sera aussi ce que les micro-organismes préféreront dans cette solution d'arrosage. Donc c'est tout à fait possible de préparer même une solution d'arrosage en amont, quelques jours avant, de mettre une pompe à eau, d'oxygéner et d'avoir en fait tout ça qui se développe avant de faire l'arrosage. Là, c'est par exemple une table à marée, le Eben Gros, dans lequel ben, j'ai fait les photos hier, hein, donc c'est de la mâche qui a été non nourrie et dont je ne me suis pas occupé jusque là. Et comme le printemps semble arriver et que j'ai reçu quelques échantillons, dont la poudre là de organique de Terra Aquatica. J'ai balancé ça aujourd'hui. J'ai pas changé ma solution de l'année dernière. J'ai tout remis en circulation. C'est en général comme ça que je fais. Je garde tout. Jusqu'à présent, ça marche. J'ai pas eu de problème. Et la coco présente vraiment est vraiment un substrat excellent pour ce type de colonisation. On peut même aller jusqu'à se dire, enfin j'ai déjà fait comme ça, c'est-à-dire d'utiliser le Eben Gros comme un biofiltre et donc de l'utiliser pour préparer de la solution nutritive pour d'autres plantations. Et donc je laisse tourner des plantes peu gourmandes dedans, tout en ayant des micro-organismes et de l'engrais organique dans le Eben Gros. Les plantes poussent, alors bon la mâche c'est pas trop gourmand, et régulièrement j'envoie une partie de cette solution nutritive sur d'autres plantes, comme ça j'inocule un petit peu partout et ce système-là reste ma réserve, un peu comme un biofiltre. Sur l'hydroponie, comme le gros stream ici, alors quand les plantes sont là depuis longtemps, de toute façon, pour ce qui est Trichoderma, Streptomyces, ils sont installés dans la culture, ils vont aller s'installer dans les racines. Le biofiltre est toujours un plus, et surtout au début. Là, vous le voyez en noir, donc c'est un module externe dans lequel, en général, il y a des structures alvéolées qui permettent aux micro-organismes de créer des fils
des films bactériens ou fongiques à l'intérieur, et la solution nutritive passe dessus avant de retourner au réservoir, passe dans les plantes, revient dessus, etc. Euh, ça peut aussi se fabriquer maison, hein, avec simplement par exemple un pot en textile ou un pot panier dans lequel on va mettre de la fibre coco et de la bille d'argile. En général, moi je mets trois quarts de bille d'argile, un quart de fibre coco, et alors dans le cas de ce système-là, de le suspendre en dessous d'un des retours de drainage, ou bien de le mettre sur un côté du réservoir et d'avoir une pompe alors faut pas le mettre dans l'eau, hein, de le mettre au-dessus de l'eau, hein, soit sous l'évacuation drainage, soit avec une pompe qui remonte constamment l'eau du réservoir, la solution nutritive du réservoir, pour qu'elle coule dessus. Et les micro-organismes sont donc dans le biofiltre, bon, c'est un petit peu leur maison mère, ce qui n'empêche pas les rejetons d'aller coloniser toute la culture, le réservoir, etc. Mais le biofiltre permet aussi, si jamais vous devez faire une vidange complète de réservoir pour une raison ou une autre, peut-être parce que vous avez foiré un mélange ou voilà toute autre raison, un nettoyage, votre biofiltre va rester une zone protégée pour les micro-organismes, ce qui fait que vous pourrez assez facilement renvoyer après sur une solution, sur la nouvelle solution, vous pourrez renvoyer votre biofiltre et protéger vos micro-organismes par la même occasion. Et encore une photo d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros stream qui reste dehors toute l'année, qui a passé l'hiver dehors. Il y a une partie des bleds qui avait été semée en début d'hiver. Pareil, pas nourri. C'est une vieille solution nutritive qui a été débordée par les orages de l'hiver, donc extrêmement diluée, et des graines qui commencent à sortir à droite à gauche. Et donc j'applique la même stratégie, c'est-à-dire que je relance le système avec de l'engrais, alors là, encore une fois avec de l'engrais organique, et je le fais tourner. Alors là, il y a déjà les plantes, mais je le fais tourner à vide quelques jours avant de remettre soit des jeunes plants, soit des semis, soit des graines directement, pour que ça relance l'équilibre du microbiote, et que tout se réinstalle correctement et que je puisse réattaquer derrière avec des plantes qui vont tout de suite avoir accès à de l'engrais, de la nutrition déjà prédigérée par les micro-organismes. Voilà, je crois que c'est voilà, je vais m'arrêter là. Je sais pas si hop, ouais, voilà, c'est pas mal. Et hop, me revoilà. Je vous propose, là, je pensais faire juste un petit déballage de ce que m'a envoyé Terra Aquatica pour l'occasion de cette mini conférence, cette mini présentation ici. Donc plus que deux, trois produits qui sont compatibles ou en tout cas dont on pourra discuter. Et encore une fois, normalement vous allez recevoir un petit lien pour répondre à ce questionnaire. Et il y aura sûrement quelque chose de là-dedans pour vous. Bon, ils m'ont mis le nouveau t-shirt avec leur nouvelle charte graphique. Ça, c'est l'engrais en poudre organique qu'ils sont en train de mettre sur le marché. J'avais eu l'occasion de le tester l'année dernière. Marche très bien. Marche aussi en bioponie. Une version floraison, une version croissance. Là, c'est ce que je viens de mettre. Je viens de mettre la version croissance qui est là. Hop, je viens de la mettre dans les mâches et dans tous les systèmes qui étaient dehors. Alors, quand on parle de micro-organismes, ici, le streptologique, qui contient donc Streptomyces, des bacillus et d'autres choses rigolotes qui marchent bien. Très, très gros mélange. Alors que celui-là est un mélange plus simple. Juste du trichoderma. Donc les deux fonctionnent très bien. Celui-là est beaucoup plus complet, va fonctionner peut-être à des températures un peu plus hautes parce que le Streptomyces garde la place et défend son territoire, même sur des essais en tomates sous serre, en plein été, dans la laine de roche, ça passait. Le trichoderma, lui, il résiste à beaucoup de choses. Il est un tout petit peu moins actif quand la solution nutritive, ça déconne vraiment, hein, quand la solution nutritive atteint
atteint les 30-35 degrés. Par contre, avant ça, il s'installe de manière extrêmement stable et très très vite. Et je connais même des gens qui, même après des nettoyages, avaient des relances de trichoderma. Donc c'est vraiment enfin, une super souche à mettre en place. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre? Ben, donc du coup, je vais vous montrer parce que tout le monde ne les a pas encore vus. Moi, j'avais l'habitude comme je commandais des 10 litres, hein, j'en étais encore sur les anciennes étiquettes, donc comme ça, je vous montre. Le Pro Organique en liquide, le gros, le Bloom. Très bon produit, donc ils étaient passés par BioStrive, Biosevia, etc., etc., pour le développer de manière compatible avec l'hydroponie pour donc finalement développer ce qu'on appelle maintenant la bioponie, où on va mettre dans le système par exemple du trichoderma, ça suffit pour faire fonctionner tout ça, du trichoderma alors soit un biofiltre, soit une circulation en continu pour avoir une oxygénation et que le trichoderma puisse travailler correctement. Et ces engrais-là, donc c'est des engrais organiques qui fonctionnent euh, très bien en bioponie et donc ils sont extrêmement actifs et on voit très très rapidement les résultats quand on les utilise euh, en hors sol mais en arrosage manuel par exemple de manière beaucoup plus traditionnelle parce qu'ils ont été formulés de manière très précise pour réagir très très rapidement. Euh, Hop. L'acide fulvique, un de mes préférés. Celui-là, bon bah c'est comme donner un petit bain de jouvence aux plantes. Alors moi j'utilise beaucoup en pulvérisation foliaire et sur les démarrages, semis et boutures. L'acide humique, alors celui-là correspondrait bien à la présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que alors c'est pas sa seule propriété, hein, mais c'est extrêmement riche en carbone. Donc c'est ce qu'on va avoir dans la décomposition, par exemple, du bois, de la cellulose, dans un humus de forêt. Le jus noir qui va s'écouler en dessous, c'est en partie de l'acide humique. Et les champignons, les bactéries adorent ça. Le seaweed. Alors lui, je l'utilise principalement en pulvérisation, sauf 2-3 fois pendant la culture, essentiellement pour activer et nourrir les micro-organismes. Ceci dit, son utilisation principale, c'est, à mon sens, hein, pulvérisation foliaire, pas trop souvent, c'est-à-dire pas plus d'une fois tous les 10 jours, et ça augmente la sortie des axillaires, ça réduit la taille des entrenœuds, ça active les défenses immunitaires de la plante. C'est vraiment donc ça c'est de l'extrait d'algues et ça fonctionne vraiment très 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 bien. Donc j'ai beaucoup de choses. Le root booster, donc ça c'est un booster racinaire organique, hein, toujours agréé en agriculture biologique, fonctionne très bien et ici, le Bloom Booster, ben là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui le connaissent. Donc ça va favoriser à la fois le développement floral, mais aussi le développement des parfums. Hop, je les ai aussi en concentré ici, du Roots et du Bloom en concentré. Voilà, et je leur avais demandé aussi de me mettre des petites bouteilles de Tripart parce que ça reste un engrais que j'adore avec le Bloom, le micro et le gros pour justement continuer d'avoir au moins un ou deux petits systèmes puisque là je tourne tout en bio hein, mais juste pour rigoler un ou deux petits systèmes justement toujours avec des micro-organismes pour essayer de pousser les tests au maximum. Voilà, s'il y a encore du monde et s'il y a du monde intéressé, je peux répondre à vos questions, qu'il s'agisse de questions sur les micro-organismes ou sur la présentation d'aujourd'hui où on peut improviser. Voilà, je reste par là. Merci. Ok, alors est-ce que ouais, c'est ça. Mon micro est toujours engagé. Alors je reçois les questions par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc je vais tenter. Je m'y attendais pas. Donc
Alors merci à la personne qui me dit que c'est clair, c'est cool. Alors je lance du houblon en gros stream avec la nouvelle gamme Organic Dry Part. S'il y a du conseil, je suis preneur. Bah, installe, installe des micro-organismes, ça c'est sûr. Si c'est un gros stream, soit bah, mettre un biofiltre. Après, si t'en as pas, je dirais c'est pas l'essentiel. Je dirais que bricoler un biofiltre sur un gros stream, c'est pas trop compliqué. Voilà, trois quarts d'argile, un quart de fibre coco. Ben, du houblon, donc ça va être dehors, donc ça va pas monter en température dans tous les sens. Je dirais que déjà pour commencer, le tricologique par exemple, installer du trichoderma, ça devrait suffire à faire le boulot. Jusque là, en tout cas, les tests sur le dry part organique, ben, montrent que ça marche sans faire grand chose. Hein. Donc vas-y et ben, les systèmes allumés en continu bien sûr. Et le houblon est très gourmand en eau, donc ben, il faut surveiller les niveaux d'eau et c'est très gourmand en azote aussi. Donc ben, il y aura sûrement beaucoup plus une plus grande consommation du dry part gros que du dry part bloom. Toutefois, c'est bien d'avoir les deux sous la main. Parce que quand on est si la nutrition au bout d'un moment est trop azotée pendant toute la saison, c'est possible que la plante commence à être un petit peu ben, déjà ne va peut-être pas aller d'elle-même vers la floraison et peut-être que les entreneux elle va plus penser à faire des grosses feuilles qu'autre chose, quoi. Donc surveillez ça. En général, sur les engrais comme ça, en deux parties, enfin même en trois parties, hein, mais quand il y a un équilibre croissance et floraison, et souvent c'est ça chez Terra Aquatica. L'idée c'est quand c'est des one part, on travaille avec le gros et puis on improvise un peu avec le bloom si on voit que suivant les phénotypes, suivant les types de plantes, il peut y avoir des plantes qui vont avoir tendance à vraiment prendre de l'azote sur le gros, à surdévelopper des feuilles et de se dire que ben on peut faire trois quarts gros, un quart bloom pour réguler ça. Voilà. Donc faut pas hésiter à improviser un petit peu, ça marche très bien. Alors je passe à la deuxième question. Si j'ai une plante en pot en terreau, je suis obligé d'utiliser des micro-organismes. Alors si j'utilise un engrais organique. Alors l'engrais organique en général, alors il y a des marques qui pasteurisent leur engrais organique. Du coup, ben voilà, je vois pourquoi, mais c'est dommage parce qu'on peut se retrouver avec à bénéficier en fait de ce qui est déjà dans la bouteille avant la pasteurisation. L'engrais organique Terra Aquatica contient déjà des micro-organismes. Maintenant, quand on va les diluer, c'est vrai que le trichoderma c'est un plus. Sur du terreau, ben ça va dépendre parce que là, la personne qui m'écrit me dit, j'ai des plantes en pot en terreau, donc ça va dépendre du terreau aussi. Alors quand je disais tout à l'heure que pour moi le terreau est un substrat inerte, plus ou moins, hein, parce que les terreaux du commerce sont souvent enrichis et enrichis parfois en matière organique, parfois en matière minérale. Mais c'est principe souvent de la tourbe, parfois de la tourbe et de la coco, parfois un petit peu de fibre de bois et voilà quoi. Et donc tout ça ne fournit pas grand-chose. C'est surtout pour avoir un substrat qui va être rétenteur d'eau, voilà. Et bon, moi je trouve souvent, alors déjà la tourbe, je veux plus en voir chez moi pour des raisons écologiques, mais un terreau qui contient de la tourbe et de la coco, ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est la coco. Donc le travail sur coco fonctionne très bien. Le travail sur terreau, bah il y a des très bons terreaux, hein, ils perdent juste souvent de la structure avec le temps. Euh, mais suivant comment il vient, il peut déjà être euh, avoir déjà des micro-organismes dedans. Voilà. Donc l'ajout n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est jamais un moins. Mais bon, ça s'essaye sans, hein. Ça marche aussi très bien sans. Je dirais que l'ajout de trichoderma en culture entero va peut-être quand même euh, protéger beaucoup plus contre les pathogènes type fusarium et pythium. C'est quand même là-dessus que ça va jouer. L'équilibre qui est dans le terreau quand il arrive, il y a peut-être même déjà un peu de trichoderma, mais voilà, je dirais que si c'est une vraie grosse culture avec un arrosage fréquent pour faire
on va dire du rendement, en tout cas pour que la plante travaille tout le temps. Ça veut dire que le substrat sera tout le temps mouillé, qu'à un moment donné, il peut y avoir des variations de température, des variations un petit peu d'asphyxie, etc. Et le trichoderma, lui, ben, le gros intérêt quand il est là à bien coloniser tout un pot, c'est qu'il va défendre la place contre les maladies qui peuvent arriver dans ces conditions-là, et c'est en général Fusarium pittium. Donc le trichoderma est très bien pour ça. Troisième question. Est-ce que les micro-organismes se nourrissent des sucres industriels, du style sirop de pêche? Oui. Ouais, pas mal. Alors, bah, je dirais, oui, ils s'en nourrissent, ils s'en nourriront sûrement. Par contre, ça m'amène sur une zone qui est l'ajout artificiel de sucre facile d'accès, un peu comme nous quand on commence à bouffer des bonbons ou des gâteaux bien sucrés. Là, tout le monde s'accorde à dire que c'est un poison, à la fois pour nous, mais aussi pour les micro-organismes. C'est-à-dire que ça va pas les tuer directement, mais par contre, ça va rendre tout le monde accro et ça va faire péter les batteries, quoi. Donc, l'environnement dans lequel les micro-organismes si on ajoute du sucre, le surtravail qu'il va y avoir va potentiellement créer des modifications de pH, des modifications beaucoup trop brutales en fait de l'environnement, parce que c'est une nourriture très très accessible et donc enfin très facile à métaboliser, et donc il va y avoir peut-être une trop grande vitesse en fait de métabolisation, et donc une évacuation des métabolites qui va pas être facilitée, et ça peut créer des zones toxiques. Donc l'ajout de produits sucrants pendant une culture, que ce soit mélasse, etc., c'est bien sûr possible, hein. Il y en a dans certains engrais, il y en a dans certains boosters. Par contre, c'est les quantités, donc il faut pas abuser, quoi. Et il y a des moments pour ça. Et nourrir les micro-organismes, bah, en fait, ça se fait, à mon sens, hein, ça se fait plutôt dans le temps si on veut obtenir quelque chose d'équilibré. Si on y va à fond avec du sirop de pêche, je dirais qu'il y a un risque euh, de créer un déséquilibre soudain. Et c'est rarement pour le meilleur. Mais ils peuvent s'en nourrir. Euh, alors, quatrième affirmation, ok. Nous utilisons DualPart pour nos containers hydroponiques et les boosters Terra Aquatica, c'est du très efficace. Ah, pardon, c'est une affirmation. Ah, je les lis devant vous, hein. C'est plus drôle, comme ça, s'il y a une connerie, au moins je la dis. Alors, cinquième question. Anthony dit merci Thomas, tu parlais de quelqu'un qui avait nettoyé son système et qui avait quand même un nouveau départ de tricot après nettoyage. Ça se voit comment? Tu peux les voir à la loupe. Alors c'était sur du mur végétal, et c'était sur de la feutrine, et il y avait eu alors je sais plus pourquoi, mais ils en étaient arrivés à devoir peut-être tout arracher, tout renettoyer, replanter derrière, et ils se sont aperçus, ben oui, en effet, quand le trichoderma se met à vraiment bien pousser, on peut commencer à avoir un peu de moisissure. Et donc il n'avait pas eu besoin tant que ça enfin, il avait réensemencé quand même, hein, par la suite, histoire d'être sûr, mais il avait eu un redémarrage derrière. Maintenant, même pendant une culture, quand on a déjà ensemencé, c'est ce qui est marqué sur les paquets, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est 6 semaines qu'il a indiqué. Le réensemencement des zones, il faut le voir en fait comme une rediversification des populations qui ont été mises en place. Ça évite, en quelque sorte, si on doit résumer, ça va éviter la consanguinité dans la population d'origine. Et quels que soient les micro-organismes qu'on va mettre, hein, mais par exemple, si on veut installer des champignons, quand on va installer des spores, il va y avoir des millions et des millions de spores. Ensuite, on va avoir des populations qui vont se créer, qui vont se développer en fonction du territoire qu'elles occupent, donc de la pression sélective qui est dessus. Donc, on va avoir une évolution de ces populations. Puis, à un moment donné, ben, les conditions vont changer, varier un peu, et donc c'est pour ça que c'est varier un peu ou beaucoup d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la diversité à la fois dans une population d'un même micro-organisme. Par exemple, si on travaille que avec du trichoderma sur un substrat neutre, mais c'est aussi important, enfin c'est aussi plus efficace si on commence à avoir de la diversité dans les types de micro-organismes. Voilà. Comme par exemple dans Streptologique, on va avoir plusieurs souches de
plusieurs origines de micro-organismes. C'est très bien de travailler à la fois avec des bactéries et des champignons, par exemple. Les uns vont aller digérer de la cellulose, pendant que les ramifications des mycéliums vont permettre de bloquer un peu l'eau et d'apporter les nutriments et la flotte, de la rendre plus disponible au niveau de la rhizosphère. Les bactéries, elles, vont pouvoir aussi travailler autour. Il va y avoir certaines populations qui vont être beaucoup plus axées, enfin en tout cas beaucoup plus utiles dans notre cas, pour occuper la niche écologique et donc empêcher les pathogènes de s'installer, et d'autres qui vont être plutôt, du coup en plus ils seront dans de bonnes conditions et bien protégés par ces micro-organismes-là pour faire leur travail euh, de décomposition autour et de mise à disposition. Voilà, je crois que voilà. Je n'en reçois plus. Voilà, je sais pas s'il reste des questions, je suis preneur. Et puis sinon, ben, je vais bientôt vous dire à la prochaine, qui serait donc, si je me souviens bien, plus ou moins en mars. Enfin, ça c'est sûr que c'est en mars et ça sera vers mi-mars et vous aurez les dates en description, ainsi que la programmation complète. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à remplir le questionnaire. Je prendrai tout commentaire bienveillant et toute critique bienveillante avec plaisir. N'oubliez pas, c'était mon premier stream et je sors d'un gros rhume, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu le nez, que je parlais un peu du nez. Ça sera voilà, un motif d'amélioration pour les prochaines fois. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.